toutes et bonjour à tous. Moi, je suis très contente de vous voir parce que je suis une femme politique un peu connue maintenant, mais je n'étais pas du tout programmée pour faire cette carrière-là. Je suis née le 1er avril 1975 à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. J'ai passé toute mon enfance à Surville, un quartier de Montereau, en Seine-et-Marne. Puis mon adolescence, je suis allée à l'école, au collège et au lycée. Et quand j'ai eu mon bac, je suis revenue habiter à Villeneuve-Saint-Georges avec mon grand-père, qui vivait toujours là. Et j'ai fait d'abord des études de géographie. Puis ensuite, je suis rentrée dans une grande école de commerce qui s'appelle l'ESSEC. Juste avant, j'avais rencontré celui qui est devenu mon mari. Et j'ai eu un enfant quand j'avais 21 ans, qui donc va avoir 20 ans dans un mois et demi. Et donc je suis rentrée à l'ESSEC en ayant eu déjà cet enfant. Je le dis parce que en fait on peut avoir ne pas avoir d'enfants, avoir des enfants, mais même si on a des enfants, on peut continuer à faire des choses. Je le dis, ça vaut pour les garçons comme pour les filles. Et quand j'étais à l'ESSEC, donc j'ai fait 2 ans d'études en apprentissage. C'est une école où la scolarité coûte très cher, ça doit être, je sais pas, de l'ordre de 20 000 euros peut-être maintenant l'année. Moi, j'avais pas du tout cet argent, mais il y avait la possibilité de faire cette grande école avec l'apprentissage. Donc on était 3 mois à l'école, 3 mois dans une entreprise, et du coup j'étais payée 66% du SMIC, et en échange, la taxe d'apprentissage payait ma scolarité. Donc j'ai pu faire cette école. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aussi il y a tout un tas d'endroits où on peut aller, ou de grandes écoles ou parcours qui peuvent sembler inaccessibles. Moi j'aurais jamais pu, et mes parents ne pouvaient pas me payer cette école. Juste, je ne l'ai pas dit, mon père est cheminot, enfin maintenant il est retraité, et ma mère était prof de physique dans la ville où j'ai grandi. Pendant que j'ai fait mes études à l'ESSEC, j'ai eu 2 filles. Et quand j'ai été diplômée, en fait, mon patron de l'entreprise où j'étais en apprentissage m'a proposé de m'embaucher pour créer une nouvelle société qui s'appelle Réside Étape maintenant, et qui loge des jeunes salariés ou des jeunes en situation d'insertion professionnelle. En gros, c'est des logements meublés équipés, autonomes, c'est pas des foyers, dans lesquels les jeunes peuvent habiter en ayant juste leurs vêtements et leur téléphone, quoi. Il y a la vaisselle, etc. J'ai adoré ce métier, donc moi je me suis retrouvée à faire de la construction d'immeubles. Je n'avais pas été formée pour ça, mais j'allais sur les chantiers. C'est pour ça peut-être que j'ai réussi à faire de la politique, c'est quand on arrive à travailler, quand on a 25 ans avec des démolisseurs, des maçons et des carreleurs, après ça apprend un peu le rapport de force. Et puis il se trouve que juste avant les élections municipales de 2001, la ville où j'habitais alors, donc toujours Villeneuve-Saint-Georges, je me dis que c'était assez terrible ce qui se passait dans cette ville, et que je dis je vais essayer d'aller aider les gens. Donc mon idée, c'était d'aider les gens qui faisaient de la politique dans la ville. Moi je suis née dans une famille de gauche, mais ma conviction était celle-là. Et en faisant mes études à l'ESSEC, qui était donc une école de commerce, dans une année où vous deviez être très jeune, qui est le début des années 2000, où en fait on pensait qu'on allait réinventer l'économie, tout le monde levait des millions de francs, parce que c'était encore des francs à l'époque, créait des start-up, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et moi j'ai eu une sorte de prise de conscience sur le fait que c'était pas du tout mon modèle de société, que moi j'étais en fait écologiste assez naturellement, mais aussi sur les questions économiques, c'est-à-dire je pensais qu'un modèle d'entreprise qui gaspillait les ressources naturelles, qui fatiguait et épuisait la société, c'était pas un bon modèle. Donc j'ai décidé d'aider les verts locaux. Au départ, je voulais juste leur donner un coup de main, les aider pour le programme, vu les études que j'avais faites. Et puis eux, ils m'ont demandé d'être sur la liste. Donc j'ai dit oui. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à l'époque, le père de mes enfants avait réussi le concours de la pénitentiaire, et il était devenu, après avoir été conseiller d'insertion et de probation, il était devenu directeur de prison à Fleury-Mérogis. Donc à ce moment-là, on habitait une partie du temps dans les logements de fonction à Fleury-Mérogis. Moi, je n'avais pas prévu d'être la femme d'un directeur de prison. Quand je l'ai rencontré, il était pianiste dans les bars, il était objecteur de conscience, donc c'était pas franchement le parcours prévu. Donc j'ai dit que j'étais d'accord pour être sur la liste, mais pour vous donner l'idée, parce que je pense que l'engagement, il n'y a pas besoin de réfléchir non plus. Enfin, moi, à aucun moment, j'ai pensé que je serais un matin de 2017 en train de vous raconter ma vie comme ça, et que cette vie-là ressemblerait à ça. Et donc, ils m'ont demandé d'être sur la liste, j'ai dit d'accord, mais ma dernière fille, enfin, mon avant-dernière fille, puisque j'en ai eu encore une autre, mais celle-là, elle est née le 16 février 2001, et les élections, ça devait être le 8 mars. Donc, autant vous dire que j'étais pendant la campagne très enceinte, et ensuite, je lui donnais le sein dans le fond de la salle pendant les meetings. Donc, je me sentais pas hyper concernée. Et puis, il se trouve que le maire a été élu au premier tour. Nous, on avait fait une liste verte à part, et on a eu un seul élu. Du coup, j'ai pas été élue. Puis ensuite,
notre élu est parti et je suis devenue conseillère municipale. Mais en même temps, comme j'étais sur une liste des Verts, on m'avait demandé si je voulais bien adhérer au parti. Alors moi, ça me traumatisait d'adhérer à un parti politique. Pour moi, c'était un truc de vendu, de voyou. Même les écologistes, je ne le sentais pas du tout. Donc j'hésitais beaucoup. Puis finalement, pour faire plaisir aux militants locaux, j'ai accepté d'adhérer. Et puis il se trouve que cette année-là, il y a eu ce qu'on appelle un congrès. Un congrès, c'est le moment où on discute de quelle va être l'orientation politique du parti et où on élit la direction. Donc les militants votent et puis désignent des gens qui ensuite élisent eux-mêmes la direction. Et à ce moment-là, c'était un peu le bazar parce qu'on avait désigné un candidat à la présidentielle, ça va vous rappeler des souvenirs d'aujourd'hui, qui s'appelait Alain Lipietz. Puis il avait fait des déclarations, bref, c'était totalement le bazar. Donc le sujet, ça avait été de changer de candidat pendant la campagne présidentielle. Donc nous, on avait expérimenté ça. Les Verts ont toujours fait les choses bien avant tout le monde, parce que nous, c'était en 2001, je pense que ça va arriver à la droite en 2017, dans les jours qui viennent. Et donc là, ça a fait un gros bazar interne, et du coup, moi, je me suis un peu impliquée dans les affaires internes, et il y avait besoin que quelqu'un s'occupe du secrétariat. Donc comme j'étais en congé maternité, j'ai dit, ok, moi, je veux bien envoyer les mails, faire les fichiers, etc. Et voilà comment j'ai été happée dans la vie du parti, parce que peu de temps après, il y a eu un congrès donc, pour désigner la direction. Et ça, c'est quelque chose d'important, mais on en parlera si vous voulez, auquel je tiens beaucoup, c'est que depuis leur origine, le parti écologiste, les Verts, ont mis la parité dans toutes leurs instances. C'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes à tous les niveaux de direction. Et du coup, comme on fait un très gros score, on a beaucoup de postes à la direction et il manque de candidats de femmes. Donc on me demande d'être membre de la direction. Alors il faut savoir qu'à l'époque, être membre de la direction du Parti des Verts, c'était pas loin d'ici d'ailleurs. Nos locaux étaient rue Mélingue, donc juste derrière l'église de Jourdain. Et c'était quand même, en fait, être quasiment salarié sans salaire, quoi, voilà. Donc moi, je m'occupais de l'organisation et de la réforme participative interne. En gros, je m'occupais de gérer les contrats de photocopieurs, etc., etc. Donc il s'était dit, on a mis la main sur une fille qui a l'air de savoir travailler et qui va pas nous coûter cher. Je résume un peu brutalement, mais c'est comme ça que je suis rentrée à la direction de mon parti. Et puis les choses se sont enchaînées. Et puis un jour, j'ai eu un désaccord politique avec celui qui était à l'époque le secrétaire national, donc le président du parti. Et j'ai commencé à protester. Et donc là, au congrès suivant, ils ont voulu m'enlever de la liste. Et ça m'a beaucoup fâchée. Je me suis dit que quand même, c'était bien gentil, mais j'étais pas juste là pour faire potiche. Comme quoi, ça peut arriver aussi chez les Verts. Et du coup, je me suis rebellée. J'ai décidé d'être vraiment candidate, de me battre. Et là, j'ai été réélue. Et j'ai été élue porte-parole. Donc, je suis devenue porte-parole du Parti des Verts en 2005. Non, 2004. Oui, 2004. Et puis, après, les choses se sont là aussi enchaînées. Et puis, j'ai donc été la tête de liste de ma propre motion au congrès d'après, où Dominique Voynet était devenue candidate à la présidentielle. Et je suis devenue, donc j'ai été élue secrétaire nationale en décembre 2006. C'est ça. Donc effectivement, quand on regarde vu de l'extérieur, on se dit que c'est très rapide parce que, comme vous avez compris, j'ai adhéré en 2001 à ce parti et 5 ans après, j'étais à la tête du parti. Donc j'en veux rarement aux gens qui disent c'est quand même la pire ambitieuse de la Terre parce qu'on se dit que la fille qui a adhéré en 2001 et qui est devenue chef en 2006, ça doit être une frappe à dingue. En fait, pas du tout. Je n'aurais jamais pensé être à la tête d'un parti politique, mais les choses se sont enchaînées et c'est vrai qu'avec un peu d'orgueil de temps en temps, quand on a voulu me virer parce que je commençais à donner mon avis, et puis avec aussi beaucoup d'engagement, c'est-à-dire que moi je suis convaincue que pour faire vivre la démocratie, il faut des organisations collectives. Je suis pas du tout d'accord avec l'idée que telle ou telle personne décide que voilà, il est Dieu sur terre et que tout le monde doit se mettre derrière lui et que lui décide de tout. Je suis très très opposée à cette façon de faire. Et donc du coup, moi j'étais attachée au fait que ce parti politique vive bien, que les gens dialoguent, qu'on réussisse à se rassembler, etc. Et du coup, je suis restée secrétaire nationale pendant 6 ans. Peut-être que vous pouvez vous en souvenir, mais c'était il y a 7 ans, on a fait un rassemblement à l'occasion des élections européennes où on a fait un très très gros score puisqu'on a fait quasiment le même score que le Parti Socialiste. Justement, moi j'étais très partie prenante de ça, pas connue à l'époque du tout, parce que les figures visibles c'était José Bové, Danny Cohn-Bendit, Eva Joly, voilà. Donc on est très content de ça et puis ensuite on décide de continuer, de transformer notre parti, de refonder un autre parti qui donc s'appelle Europe Écologie Les Verts, qui est né en 2010 et ensuite j'étais candidate aux élections régionales ici en Île-de-France. On fait un très gros score aussi et il se trouve que du coup on a 50 élus écologistes au Conseil régional d'Île-de-France. Donc on a ce qu'on appelle, mais on en discutera, une minorité de blocage, c'est-à-dire que
Les socialistes et le président socialiste ne peuvent pas décider si on n'est pas d'accord. Ils ont besoin de nos voix, ce qui change beaucoup le rapport de force. Et du coup, on engage la région dans un certain nombre de transformations, et notamment un sujet dont je suis très fière, parce que c'était un des éléments importants de ma campagne, c'est pour ceux qui sont de l'Île-de-France, le pass Navigo. Avant, il y avait des zones, c'est-à-dire que si vous habitiez... voilà. Et maintenant, il n'y a plus de zones, c'est-à-dire... Ah oui, ouais, je suis très contente. C'est ce que j'ai dit souvent entre ça et l'encadrement des loyers, mais je vais continuer. Je pourrais arrêter ma carrière politique, je suis contente parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas seulement de faire de la politique, c'est que ça agisse sur le réel, voilà, c'est que ça marche, et que ça change la vie des gens. Et le pass Navigo, pour les gens qui étaient en zone 6 et qui sont passés en zone unique, c'est une économie, s'il y a deux personnes dans le couple qui ont le pass Navigo, c'était 120-70, donc 50 €, c'était 100 € d'économie par mois pour plein de familles, surtout celles qui habitaient le plus loin en banlieue. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était, voilà, je pense que c'était vraiment bien, et je suis très fière et très heureuse. Pour le coup, il y a peu de choses où c'est vraiment grâce à moi, et ça, c'est vraiment grâce à moi. Mais je vous raconterai parce que c'est une négociation d'entre-deux tours. On fait un score, je vous raconte tout de suite, on fait un score au premier tour, donc on fait 16%, et ensuite, une semaine après, il y a le deuxième tour. Les listes qui ont fait plus de 5% ont le droit de fusionner avec d'autres listes, c'est-à-dire de se mélanger pour faire une liste commune, et celles qui ont fait plus de 10% ont le droit de se représenter au deuxième tour sans changement. Donc comme on avait fait 16%, le Parti socialiste était obligé de discuter avec nous, sinon il risquait de ne pas être devant la droite. Et donc on se met d'accord sur la répartition des gens sur les listes pour avoir des élus, mais on se met aussi d'accord sur le projet. Et vers 2h du mat, dans la nuit du dimanche au lundi, puisque le résultat des élections c'est le dimanche, tout l'accord est prêt sur les postes et sur le programme, mais on me dit Jean-Paul Huchon n'est pas d'accord avec le pass unique. Il veut pas, c'est trop cher, trop compliqué, etc. etc. Et moi, j'ai dit, c'est moi qui étais donc la tête de liste et c'est moi qui signais pour que ma liste fusionne avec cette liste. Et j'ai dit, moi, je signe pas s'il n'y a pas le pass unique. Donc, c'était un peu tendu avec certaines personnes de ma liste. Et ils m'ont dit, de toute façon, on ne peut rien faire. Donc, ils sont venus me réveiller et ils m'ont dit, va parler avec Jean-Paul. Et j'ai passé 1h30 avec celui qui était le tête de liste. Et j'étais absolument déterminée à rien lâcher. Et je crois qu'il a fini par le comprendre. Et donc, à 3h30 du matin, on a signé l'accord et il y avait le pass unique. Et 4 ans après, les gens l'avaient dans leur poche. Voilà. Et donc, la politique, ça peut vraiment changer les choses. Ça, c'est ma conviction. Donc, je deviens présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui est le groupe écologiste qui a eu le plus d'élus dans toute l'histoire de la politique jusqu'à maintenant, partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu 50 élus écologistes dans une institution. Et je suis très fière parce qu'on est resté toujours très compact. On parle souvent des divisions des écolos. Pour moi, c'est dramatique et j'ai toujours très honte quand ça se passe. Et ça s'est passé ces derniers mois et c'était vraiment naze. Mais là, on est restés tous ensemble et du coup, on a pesé sur plein de choses. Je vous ai parlé du pass unique, mais j'aurais pu parler de l'agriculture biologique, de plein de sujets sur lesquels la présence des écologistes dans la région a changé les choses. Et puis arrive 2011. On gagne le Sénat, etc. La première secrétaire du Parti socialiste, c'est Martine Aubry, avec qui je tisse des liens politiques mais aussi personnels. Et on a la conviction que pour gagner, il faut qu'on soit rassemblés là aussi entre les socialistes, les communistes. C'est Marie-Georges Buffet qui est la secrétaire nationale. J'ai dit en boutade que quand c'était les femmes qui dirigeaient les partis de gauche, ça se passait mieux que quand c'est les mecs. Mais bon, je ferme la parenthèse. C'est un peu sexiste. Et donc on prépare un accord pour 2012, qui va faire en sorte qu'il y ait des députés écologistes qui puissent être élus, et qui, je crois, va contribuer à ce que François Hollande gagne. Donc François Hollande gagne fin avril 2012. Il compose son gouvernement, dont il confie la responsabilité de Premier ministre à Jean-Marc Ayrault, et il m'appelle pour me proposer d'être ministre avec Pascal Canfin, qui est un autre écologiste, et donc d'être ministre du Logement et de l'égalité des territoires. Alors, on n'avait pas du tout négocié tout ça avant, mais moi je savais que jamais on serait au gouvernement si on n'avait qu'un seul ministre, en tout cas je dirais pas, et qu'il fallait pas forcément qu'on soit ministre que de l'environnement, parce qu'on attend trop les écologistes là-dessus, et du coup je deviens donc ministre du Logement, et on prépare plusieurs lois, dont une, vous avez peut-être entendu parler, parce qu'elle a fait beaucoup parler, qui est la loi Allure, qui a mis plein de dispositions en place, dont l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers qui devait être mis en place sur toute l'Île-de-France et sur 27 autres agglomérations. Donc c'est une bagarre très compliquée, il se passe plein de choses, j'ai des désaccords sur un certain nombre de choses. Les élections se passent très mal, plusieurs fois, mais surtout très très mal en 2014 au municipal, où la gauche perd énormément. Et là, moi, je défends auprès du président de la République le fait qu'on dise, en fait, on ne peut pas avoir été élu sur un projet et pas mener ce projet.
Donc ça ne peut pas marcher, donc il faut qu'on entende le message de nos électeurs et qu'on change de position. Et donc ça c'est ma position, c'est pas la position du président de la République qui pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin dans la direction qui avait été prise et qui nomme Manuel Valls Premier ministre. Alors on avait eu des désaccords publics sur des sujets qui ne concernaient pas complètement directement mon travail de ministre, mais des sujets qui touchaient mes valeurs, notamment la manière de parler et d'agir avec les populations roms, des questions liées à l'immigration, à l'intégration, je ne partage pas son discours. Et donc je dis au président de la République que s'il nomme Manuel Valls Premier ministre, je quitterai le gouvernement. Il nomme Manuel Valls Premier ministre et je quitte le gouvernement. Voilà, donc je retourne à l'Assemblée nationale où je redeviens députée, ce que je suis toujours, jusqu'au 18 juin 2017, puisque les élections législatives vont avoir lieu un mois après la présidentielle. Il y a eu plein d'épisodes politiques qui sont passés pendant ces 3 dernières années à l'Assemblée nationale. Dont des discussions très dures, notamment sur le projet de loi sur la déchéance de nationalité, où j'étais une de celles qui était le plus violemment opposée à ce choix qu'avait fait le président de la République. Je suis très heureuse d'ailleurs que ça n'ait pas abouti. Ensuite, maintenant on en reviendra peut-être après, on est dans une situation politique très étonnante, où finalement, après le vote de la primaire du choix entre les candidats du Parti socialiste, ce que j'ai dit il y a 3 ans, en fait, c'est avéré vrai, c'est-à-dire que non seulement les électeurs de gauche n'ont pas voulu que le candidat soit Manuel Valls, c'est-à-dire celui qui avait porté en tant que Premier ministre cette ligne politique, mais en plus ils ont choisi un candidat, Benoît Hamon, avec qui j'ai des liens anciens, parce qu'on était ensemble à la région Île-de-France, mais qui a fait campagne sur, franchement, l'intégralité de mon projet, de notre projet d'écologiste, donc avec lequel je suis très largement d'accord. C'est pour ça qu'il y a des discussions en ce moment. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'avais été candidate, que je me suis préparée à être candidate à la présidentielle pour les écologistes, qu'on a eu une primaire de désignation et que les écologistes ont choisi un autre candidat, en la personne de Yannick Jadot, qui défendait une autre façon de faire campagne avec laquelle j'étais pas d'accord. Moi, je voulais faire campagne pour que les écologistes gagnent, pour qu'il y ait une présidente écologiste. Lui disait non, il faut... Enfin voilà, il avait fait un autre choix. Les électeurs ont voté, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est désagréable de perdre, hein, mais quand on fait de la politique, c'est comme le sport. Si on fait la gueule quand on perd, il faut arrêter, quoi. Voilà, donc j'ai perdu, j'ai fait la campagne de Yannick Jadot, mais c'est vrai que là, on est dans une opportunité politique très différente. Et ce que je voulais vous dire pour terminer, j'espère que j'ai pas dépassé, c'est 2 choses. D'abord que ce parcours-là, il n'était pas du tout prévu, que la petite fille que j'étais n'avait absolument pas prévu ça, mais que j'ai eu envie simplement. Et puis que finalement, quand on s'engage, en fait, on peut faire des choses, il ne faut pas se limiter. La deuxième chose, et la plus importante, c'est que dans un moment où tout le monde dit « Ah, les politiques, c'est tous les mêmes, ils sont tous pourris », c'est pas vrai, mais je comprends qu'on puisse le dire, mais c'est chiant, en fait. En fait, c'est chiant quand t'es à découvert à la fin du mois et que tout le monde pense que t'es plein de nosaces, voilà. Parce que dans mon parti, on reverse 25% de ce qu'on gagne au parti. Et puis moi, j'élève mes enfants seuls et la dernière de mes filles qui a 8 ans, elle a une nounou, donc ça coûte très cher d'avoir une nounou pour aller la chercher parce que souvent il y a des séances de nuit, souvent je fais des choses le soir. Mais je comprends que les gens puissent penser ça parce que franchement, collectivement, les politiques, on donne cette impression. Donc, 1, les politiques sont pas tous pourris. 2, c'est pas des tarés tous. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de devenir complètement imbu de sa personne, désagréable ou alcoolique pour faire de la politique. Enfin, je crois pas. Mais on n'est parfois pas le meilleur pour se juger soi-même. Et surtout, plus important, en fait, ça change les choses. Moi, quand je suis devenue ministre, pour rien vous cacher, ça faisait 10 ans que j'étais à la direction de mon parti, 6 ans secrétaire national. J'étais très fatiguée, enfin psychologiquement, quoi. J'en avais un peu ras-le-bol de gérer les égos, les machins, etc. Et je me demandais si vraiment ça servait bien à quelque chose. Et quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire changer en étant au gouvernement, si on voulait vraiment, alors maintenant je suis certaine que si ça n'avait pas été moi la ministre du Logement, on n'aurait pas fait l'encadrement des loyers. Enfin, ça faisait partie des promesses de François Hollande, comme beaucoup d'autres promesses. Mais moi j'étais déterminée à ce qu'on y arrive. Alors il ne fallait pas avoir peur de se faire énormément taper dessus, énormément critiquer dans la presse, d'avoir des tentatives de déstabilisation assez fortes, mais c'est normal, hein, parce qu'on touchait au portefeuille de certains, et notamment des agences immobilières, donc ils se sont défendus. Moi, je trouve... Enfin, je leur en veux pas, quoi. Ce qu'il faut, c'est juste résister. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est ça qui me fait plaisir. Peut-être qu'en juin, je serai pas réélue députée. Et si je suis pas réélue députée, comme j'ai démissionné de mon travail, puisque je travaillais dans le privé, je serai au chômage. Mais c'est pas grave, c'est l'aventure. Mais je serai vraiment fière de ce que j'ai fait. Fière d'abord d'avoir démontré aussi pour moi que une fille venue de banlieue, sans aucun réseau, sans études particulière pouvait finir ministre et avec autant de visibilité médiatique, ça déjà c'est bien. Alors évidemment ça se voit pas parce que je suis blanche et que je m'appelle Cécile, mais
mais je viens, comme beaucoup d'autres, d'un endroit où on était tous très différents. Je suis née en 75 dans une ville avec une cité qui a accueilli beaucoup de gens qui venaient travailler dans la Syrie, et ensuite par le biais du regroupement familial qui faisait venir leurs enfants. Donc mes copains de l'école et du collège, ils n'étaient pas nés en France. J'étais la seule blanche dans ma classe de CP. Et franchement, je pense que c'est ça la France. Je pense aussi qu'une partie des politiques ne comprennent pas ce qu'est ce pays aujourd'hui, la richesse de ce pays, voilà, et souvent ça me désole. Et donc je suis aussi très attentive à ce que tout le monde s'engage, voilà. Et que, en fait, ces places-là, elles sont à prendre. Il n'y a pas des places réservées aux politiques qui viennent de je sais pas où, c'est pas vrai. La démocratie, ça existe aussi quand même, et donc il faut oser. Donc c'est pour ça que dès qu'on m'invite, en fait, je viens souvent raconter ça parce que si ça s'arrêtait, comme je vous disais, il y aurait le pass unique, l'encadrement des loyers et d'autres choses, et je me dirais, voilà, ça valait la peine. Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un se sent de poser la première question? Oui. Vous étiez pour ou contre la loi du travail? La loi El Khomri, j'étais contre. J'aurais voté contre si elle avait été débattue. Et alors, pour une raison particulière, c'est que comme je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé dans le privé. Enfin, j'ai commencé à travailler en 1980. Mon premier contrat de travail, ça c'était bien. Je le dis à tout le monde. J'ai fait plein de petits boulots parce que mes parents étaient un peu bizarres, très militants, et ils avaient décidé que si après le bac je voulais faire des études, j'avais qu'à me débrouiller, en résumé. Donc bref, je pense que c'est con, je ferais pas ça avec mes enfants si j'ai les moyens de les aider, mais c'est comme ça. Donc j'ai fait des tas de boulots, y compris j'ai testé des médicaments, et je suis pas sûre que c'était utile quand même très bien de prendre ce genre de risque. Mais j'ai travaillé que dans le privé. D'abord j'étais salariée, mais ensuite j'ai été chef d'entreprise. Et comme salariée, je sais bien que le truc de la négociation, que tout peut se négocier, moi j'ai travaillé que dans des PME, et quand j'étais standardiste chez Zap Pizza, le truc de j'aurais pu discuter d'égal à égal avec mon patron, j'y crois pas du tout. Donc cette idée-là, pour l'avoir vécu comme salarié, pour l'avoir vécu comme chef d'entreprise, je pense que c'est de la fumisterie. Ensuite, comme écologiste, je pense pas que le problème aujourd'hui du chômage, ce soit que c'est trop compliqué de licencier. D'abord, c'est pas vrai que c'est compliqué de licencier. C'est vrai qu'ensuite, ça peut coûter de l'argent quand on va au prud'homme, mais moi je sais, les patrons voyous, ils se mettent en liquidation, ils recréent une autre boîte, etc. Et à la fin, ils payent jamais. Donc c'est ça la vérité quand même. Hein. Et tous ceux qui sont un peu dans le monde du travail, des petites entreprises le savent. Et que ce qui fait embaucher une entreprise, mais j'en discutais il n'y a pas longtemps avec un copain qui me racontait que le CICE, il reçoit 10 000 euros par an, et il dit je le mets dans mes comptes, mais c'est pas ça qui décide de faire embaucher quelqu'un. De la même manière que c'est pas parce que vous pouvez pas le licencier que vous embauchez pas quelqu'un. Vous embauchez quelqu'un quand vous avez du boulot et besoin de faire des trucs. Et donc je suis pas d'accord avec cette vision, et deux, pas d'accord avec les moyens mis en œuvre. Mais je n'ai pas eu l'occasion de voter contre puisque cette loi a été adoptée par le 49.3. Le 49.3, c'est un article de la Constitution où le gouvernement dit « je tiens tellement à cette loi qu'elle passe ». C'est comme si vous l'aviez votée. La seule chose que vous pouvez faire, les députés, c'est démettre le gouvernement, c'est-à-dire voter la défiance au gouvernement, et le gouvernement est démissionné d'office. Alors j'ai signé la motion qui, si elle avait recueilli assez de signatures, pouvait être soumise aux voix et faire en sorte de démettre le gouvernement. Pour dire que, je n'étais pas d'accord avec ce texte, mais en plus pas d'accord avec la méthode. Parce que, en fait, quand on fait passer une loi au 49.3, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de majorité pour la voter. Et s'il n'y a pas de majorité, en fait, il y a peut-être une logique.